Écoute, moi j'ai quitté la Polynésie quand j'étais tout petit. Je suis né donc à Mamao. Après, je suis arrivé à Toulon parce que mon père était à la marine. J'avais 4-5 ans à C'est Toulon, cool. ouais. J'étais petit. Mm. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un blocage. J'ai arrêté de parler pendant très longtemps et ma mère n'avait jamais réussi à savoir d'où ça provenait, tu vois. Et un jour, j'ai trouvé un album photo de chez moi et en fait, il y avait que des photos de la Polynésie, il y avait que des photos et des souvenirs du Fénois. Et c'est là où je me suis remis à parler. Et pendant la période où je ne parlais pas, j'étais incapable de dire le moindre mot, eh ben, j'ai commencé à dessiner et c'est à travers le dessin que je me suis exprimé. Et à partir de là, en fait, j'ai toujours bossé mon dessin. J'ai fait mon collège et mon lycée à Toulon. Au lycée, j'avais pris la filière littéraire art plastique, option art. Donc j'avais 8 heures d'art plastique par semaine et 8 heures de philo dans un établissement exprès avec la filière qui allait avec. On faisait des sorties d'art. Et après ça, j'avais pas été pris dans les écoles de dessin en France. Et il y avait une école que j'ai voulu faire qui était à Angoulême. J'avais fait les portes ouvertes et j'avais oublié de passer le concours, pour se dire. Ouais. Ça a été un peu chaud quand j'ai dû raconter ça à ma mère. En fait, tu sais, il y a une plateforme en France où ça s'appelle Parcoursup. En gros, ils regardent tes résultats scolaires et ils regardent pas forcément si tu as fait une filière artistique ou si tu as travaillé de ton côté en autodidacte, tu vois. Donc juste ils regardent tes notes en maths ou en histoire, en anglais et puis voilà, ils prennent que les meilleurs. Et donc il y avait pas forcément de concours ni d'entretien. En fait, c'était un ordinateur qui t'évaluait. Donc j'ai dit OK, c'est pas grave. Et j'avais pas trop d'idées en tête et j'en ai parlé à ma prof d'art et elle m'a dit bah écoute, essaye la Belgique. T'as l'avantage où t'as des régions en Belgique qui parlent français, tu vois. Et en même temps, ils sont assez souples et ils ont des bonnes écoles. Donc je suis allé en Belgique, je connaissais rien du tout, mais vraiment rien. Donc j'ai appris un peu sur le tas, c'était assez drôle. Et j'ai fait des très belles rencontres là-bas. Et là, ce que j'ai fait, c'est une licence bachelor. Donc c'est 3 ans d'études. Et après, j'ai passé un master, donc 5 ans d'études dans la bande dessinée, dans une école qui avait la filière bande dessinée. Et là, c'était hyper intense. Donc j'ai appris le scénario, tu vois, écrire une histoire, à dessiner. J'avais encore des cours de littérature, de sémiologie, des cours d'histoire de l'art. Et après, plus j'augmentais dans les années d'études, plus c'était très précis dans la BD. Arrivé en master, j'ai fait un mémoire. Et j'ai pu parler de la Polynésie à travers le mémoire, puisque mon mémoire, c'était le tatouage polynésien comme outil narratif et comment le corps devient le support. Donc j'ai mis en lien où je compare la bande dessinée au tatouage et en gros je montre que le tatouage raconte à travers des motifs et les motifs sont en relation les uns les autres selon où on les place sur le corps et selon le motif qui est à côté. Et en fait en bande dessinée je trouve que ça marche un peu pareil où tu as une case qui raconte quelque chose et qui a du sens par rapport à la case d'à côté. Et donc voilà, j'ai fait mon mémoire. Je suis parti en Polynésie, à Huayné. Et à Huayné, j'étais en stage. J'ai pu donner des cours dans un collège où j'ai pu m'immiscer dans un cours d'art plastique pour parler de la bande dessinée, parler de mon travail et parler du dessin. Après, quand mon master a été validé, je suis retourné dans le sud de la France, à Toulon. Et après, me revoilà à Paris où je fais des petites expos et je continue la BD. Ouais. En gros, voilà. Tu me disais aussi que, toi, une particularité, c'est Dyslexique. tu es dyslexique, ouais. Voilà, en gros, je suis dyslexique et j'ai un peu les variants qui sont avec, comme la dysorthographie et tout. Ce qui se passe, c'est que j'ai découvert ça en fin primaire et au collège. Si tu veux, moi, j'ai redoublé 2 fois dans ma scolarité, ce qui m'a pas empêché d'aller jusqu'au master, mais j'ai quand même redoublé 2 fois. Donc, j'ai vu mes potes partir. J'ai redoublé mon CM2, j'avais plus mes amis dans l'école. J'ai redoublé aussi ma première au lycée, donc où j'ai changé d'établissement. Ça a été un peu chaud parce qu'à chaque fois, on me ramenait à la dyslexie. Et finalement, j'ai trouvé énormément de réconfort dans le dessin. Parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de contraintes. Tu dessines ce que tu veux, tu racontes comme tu veux et les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre et ce qu'ils peuvent comprendre. Et après, voilà. Et le dessin m'a sauvé plusieurs fois. La première fois quand j'ai arrêté de parler et la deuxième fois, en fait, c'est pendant toute ma vie où je trouve du réconfort. J'arrive à m'exprimer, j'arrive à raconter des choses que mon vocabulaire est beaucoup plus pauvre pour raconter quoi que ce soit et du coup, je passe par le dessin. Donc c'est un bon outil. Et toi, dans ton cas, comment on voit ta dyslexie? C'est quoi les symptômes? C'est par exemple, moi je fais énormément de fautes d'orthographe. Okay. Tu vois, j'ai beau faire un bac littéraire, une licence et un master d'auteur, en fait, je fais toujours énormément de fautes et c'est vraiment catastrophique. Par exemple, j'ai aussi du mal à apprendre une langue étrangère. Je m'en sors mieux en espagnol, mais tu vois, l'anglais, j'ai du mal. Chez le dyslexique ou les dysorthographiques, par exemple, on va subir plus facilement la pression, tu vois, genre quelque chose dans ta vie qui va changer ton quotidien, tu vas le subir plus facilement. Par contre, tu vas un peu te dissiper au travail. Par exemple, quand on va te parler d'un sujet, tu vas parler d'autre chose. Quand on te donne une seule mission, en fait,
t'es capable de partir à côté, quoi. Parce que ta mémoire, elle te fait des connexions avec plein de souvenirs, plein d'anecdotes, plein de choses que t'as appris. Du coup, tu vois, je pense qu'un dyslexique serait un mauvais médecin, tu vois. Ouais. Mais on dit qu'un dyslexique peut être un très bon pompier, où à chaque fois quand t'as des imprévus ou quoi, tu sais comment gérer. Donc voilà. Et après, quand t'es dyslexique ou dysorthographique, t'as toujours un peu de la fatigue quand t'écris. Tu vois, tu fais tout le temps des ratures, tu recommences. Même recopier un texte avec le modèle, tu vois, genre c'est assez difficile. Ouais. Je fais toujours des fautes. Donc c'est un peu ça. Et là, du coup, quand tu m'envoies des messages, comment tu fais là? En fait, soit c'est bourré de fautes et je prie pour que tu comprennes, soit en fait ce que je fais, c'est que je fais en vocal, tu sais. Okay. Donc j'enregistre ma conversation et par exemple sur Insta ou sur Facebook, ça te traduit en écriture. Parce que quand tu m'envoies, c'est rare qu'il y a des fautes. Ouais, après ça va, mais bon, en général je fais un peu en vocal, tu vois. Ouais, tu fais en vocal. Alors soit j'enregistre ma voix, soit ça se traduit en texte. Ok. Après, tu vois, c'est plutôt, je me mets moins la pression sur ça, surtout quand c'est des potes. Ouais. Mais quand, tu vois, j'envoie un mail important, là, tu vois, je me fais relire plein de fois, tu vois. Tu demandes à des gens de le lire? Tout le temps. Mon quotidien, c'est demander à ma mère, à mes amis, à ma copine, s'ils peuvent corriger. À chaque fois qu'ils ont un message, est-ce que tu peux lire le... C'est souvent ça. Ouais. Et souvent, à la dernière minute, à 1h du matin, ou tu vois, sous la pression. C'est un peu ça. Mais après, tu vois, des techniques, tu vois, pour trouver un peu ta force là-dedans, tu vois. Moi, ça a été le dessin, mais t'en as, c'est la musique, t'en as, ça va être la mode, ça peut être plein de styles artistiques différents, tu vois, ça peut être le théâtre. Donc, faut trouver sa force là-dedans, et surtout, faut pas qu'on te ramène à ça, tu vois. Moi, j'aimerais moi, je l'assume complètement, tu vois, j'ai pas de honte à dire que je suis 10, mais j'aimerais que mon travail, on puisse le reconnaître parce que je suis l'artiste qui est derrière et pas forcément le dyslexique qui est derrière. Ça, c'est un peu le plus important. Après, j'en parle dans mes BD, dans mes dessins de la dyslexie, donc voilà, c'est pas quelque chose que je cache. Et donc voilà, après me voilà à Paris, où je fais des expos et je continue la BD et je fais des collaborations aussi. Et du coup, tu me disais justement les symboles marquisiens, ils pouvaient t'aider un peu à développer un peu ton art. Parce que toi, par les mots, tu disais que c'était compliqué pour la BD, mais les motifs marquisiens, quand tu les voyais, t'avais l'impression que ça... Ouais, complètement. Ça te parlait plus. Moi, ça me parle énormément. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte quand j'ai fait mon stage au collège de Huaïné, parce que j'avais vu, par exemple, tu vois, les Polynésiens, en tout cas, je parle de la Polynésie française, parce que j'ai pas fait encore le reste de la Polynésie, mais je trouve qu'en tout cas, les enfants, ils sont très doués au dessin et dans l'art, tu vois. Et j'ai vu, tu vois, qu'il y avait un niveau complètement différent. Tu vois, je voyais des dessins superbes, des choses hyper bien racontées. Et moi, c'est là où j'ai eu un peu le déclic, où je me suis dit, en fait, ouais, le tatouage, notamment le patouchiki, surtout, il a une force incroyable et surtout, moi, il m'inspire tout le temps. Si tu veux, tout le temps, je regarde toujours, peu importe mon travail, que ce soit de la BD, de la peinture, du dessin, de l'aquarelle, ce que tu veux, de la gravure, je regarde toujours le tatouage parce que il me permet, tu vois, de m'ancrer déjà à mes racines, tu vois, mais aussi, je vois dans le patouchiki des motifs qui se connectent entre eux, qui ont une place particulière sur leur corps, et à la fois, c'est hyper fin. Moi, je compare un peu le patouchiki à la broderie, tu vois, où c'est hyper fin, il y a des détails, c'est super propre. Et d'un côté, tu as une liberté d'expression totale, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, les gens, ils font du patouchiki. Ils mettent les motifs où ils veulent sur leur corps. Et moi, ça m'inspire dans le sens où je me dis, ok, moi, maintenant, je fais mon dessin, je fais ce que je veux un peu, tu vois. Et des fois, tu vois, je me mets des contraintes dans le travail où quand on me donne une commande de dessin ou de peinture, je regarde pas tout tiki, tu vois, je me dis, tiens, là, tu vois, genre, le tatoueur, il fait ce qu'il veut, il a réussi à mettre le motif à sa place, là où il veut ou là où la personne qui va se faire tatouer veut. Et moi, tu vois, ça me rappelle de me dire, tiens, n'oublie pas que tu dessines aussi pour toi et de pas forcément mettre dans des cases, tu vois, dessiner pour les autres. C'est un peu ça, la relation avec le patouchiki que je sais pas si c'est très clair, mais ça t'inspire. Ouais, tout le temps. Ça m'inspire et ça me rappelle aussi que je suis libre de faire ce que tu veux dans mon art. Et ouais, je suis vraiment impressionné quand je vois soit des maîtres tatoueurs, soit des gens tatoués carrément. Parce qu'aujourd'hui, dans tes dessins, dans tout ce que tu fais, il y a beaucoup quand même de patouchiki. Ah oui. T'en fais carrément. Quasiment dans presque tout ce que tu fais. Ouais, j'en mets dans mes personnages en BD. Je crée aussi par exemple, le contour de mes cases, de mes bandes dessinées, des fois ça va être du patouchiki, tu vois. Donc ça me permet aussi de raconter autre chose tout en parlant d'autre chose, tu vois. Par exemple, si je fais une case de bande dessinée où il y a des motifs patouchiki qui remplacent la case, tu vois, je peux raconter n'importe quoi dans la case. On sait que ça se rapporte au fénois, tu vois, parce qu'il y aura les motifs, tu vois. Et
Ou alors, tu vois, par exemple, je reprends un motif, ça s'appelle le hippo, tu vois. Et en fait, l'encre où il y a le hippo, tu vois, bah, ça s'appelle l'intérieur de ma case, tu vois. Ou ça peut être, en fait, je me mets une liberté totale en gardant pour principe, tu vois, quand même les valeurs du tatouage, tu vois. Je suis pas là pour évangéliser le tatouage, pour raconter n'importe quoi. Ouais, il m'inspire dans mon travail et je remets à sa place le motif, tu vois. Je sors pas de son contexte. Est-ce qu'on peut parler du fait que en fait, tu as choisi quand même une voie qui est pas Ouais. facile pour ce que toi tu... Complètement. Et comment ça se fait? En fait, si tu veux, tu le sais, en Polynésie, tout se transmet à l'oral, tu vois. Et beaucoup de choses se transmettent à l'oral. Et tu vois, moi, j'arrive avec mes bagages, j'arrive avec mes bandes dessinées, avec du texte. Et si tu veux, moi, je suis un grand passionné de BD et je peux te confirmer à l'heure actuelle que je connais aucune bande dessinée qui parle de la Polynésie contemporaine. Il y a des légendes, on peut citer même Pitooma, tu vois. Mais on a de l'histoire sur la l'histoire du Fénois à travers la bande dessinée, mais il n'y a pas de la Polynésie aujourd'hui. Et moi, mon combat, tu vois, il est un peu là-dedans. C'est comment je peux offrir à la culture polynésienne de la littérature qui leur parle, tout en ciblant n'importe qui dans le monde, tu vois. Moi, mon but, c'est que les Polynésiens se reconnaissent et reconnaissent leur culture à travers mes BD, se retrouvent, et en même temps, ça permet aussi au reste du monde d'avoir une vision de la Polynésie contemporaine, qui est pas fantasmée, parce que il y a plein de gens qui savent pas comment on vit en Polynésie encore aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a plein de clichés, quoi. Ouais, il y a plein de clichés, et puis moi je pense que la bande dessinée a sa place en Polynésie, et que peut-être qu'aujourd'hui il y a vraiment pas beaucoup d'auteurs polynésiens, mais c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés, c'est parce qu'on n'offre pas forcément la possibilité, tu vois. Moi je trouve que c'est un peu trop facile de dire qu'on s'y intéresse pas au dessin ou à la BD si on propose pas, tu vois. Si, tu vois, on proposait de la BD ou des mangas sur la Polynésie, tu vois, par exemple, des comics, on aurait un super-héros qui vient du Fénois et que les Polynésiens, ils aiment pas, tu vois, bah c'est ok, tu vois, y a pas de problème. On peut pas prétendre à leur place, ils aiment pas la bande dessinée. En fait, comme ça n'a jamais été fait, donc on sait pas si les gens ils aiment, quoi. Enfin, c'est complètement ça. On peut dire que la Polynésie n'aime pas la BD si on leur propose pas. Moi, je suis là pour proposer pas une seule vision, mais ma propre vision, mon histoire, avec mes connaissances, avec ce que j'ai vécu, tu vois. Mais je trouve que c'est important. Et puis, même si il n'y a pas trop de romans, tu vois, ou trop d'écrivains polynésiens, tu vois, la BD, on peut faire abstraction du texte. Donc, en fait, je peux faire une BD muette avec que du dessin. Et en fait, ça marche et ça intéresse. Et quand je monte mon travail, je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, il faut démocratiser ça, je pense, en Polynésie. C'est mon petit travail, mon petit combat intérieur. Tu vois. Moi, par exemple, tu vois, je fais de l'auto-édition. Donc, en fait, je suis mon propre éditeur, je suis mon propre auteur. Je fais scénario, dessin, couleur, reliure, impression et tout le travail de l'édition derrière. J'ai du mal à faire ma place dans les maisons d'édition. Souvent, on me reproche que mes histoires ne font pas partie de la ligne éditoriale de la maison d'édition. C'est des sujets qu'ils n'ont pas l'habitude ou pas par principe de raconter. En fait, je connais personne qui raconte la vie d'aujourd'hui en Polynésie, tu vois. Donc, il y a donc aucune maison d'édition qui serait ok pour ça, tu vois. Mais c'est quoi la ligne éditoriale? La ligne éditoriale, tu vois, par exemple, si je te prends la maison d'édition Dupuis, tu vois, leur ligne éditoriale, ça va être la jeunesse, ça va être l'humour, tu vois, ça va être un peu leur sujet de prédilection dans leurs histoires, dans leurs livres. Moi, en fait, il y en a aucune, tu vois, donc c'est... Parce que toi, tu décrirais comment, enfin, ce que toi tu veux raconter? Moi, il y a un peu de tout, hein, mais j'aime bien la tranche de vie, tu vois, où juste ça raconte le quotidien, des anecdotes, ça peut être des blagues, ça peut être des histoires tristes. Donc ça peut être l'autobiographie ou la biographie. J'ai fait une BD qui raconte un peu la vie de ma mère et c'est aussi une histoire d'adoption et de Fahamou. Je raconte aussi parfois des histoires tristes, tu vois, ou la poésie. J'aime bien la poésie à travers la bande dessinée. Et du coup, ça va être de la poésie beaucoup à travers l'image, tu vois, la contemplation de paysages, d'objets, de tissus, de motifs. Et c'est là où le Patutiki, le tapa m'inspire beaucoup, tu vois. Parce que je trouve que c'est hyper fort, ça raconte tellement de choses en des motifs qui peuvent paraître simples, mais qui sont complexes et qu'il faut maîtriser, quoi. Donc, tu vois, moi, dans les vêtements de mes personnages, je peux mettre du Patutiki, dans les cases, ça peut être dans de l'architecture, voilà. Et tout en restant contemporain et assez moderne. Bande dessinée, il y a beaucoup de personnages. Toi, tu t'inspires de qui? Alors, de mes proches, ça c'est sûr. Moi, étant demi, tu vois, je m'inspire aussi beaucoup des autres demi, comment ils le vivent, comment ils arrivent à faire leur place. Mes histoires racontent aussi beaucoup l'identité, tu vois, et ça raconte aussi comment on se rattache à une culture, tu vois, qui peut nous paraître étrangère si on n'y a pas vécu, savoir si on est légitime ou non d'en parler, tu vois, ça c'est important. Moi, je trouve que si c'est en faveur des valeurs du Fénois, il n'y a aucun problème. Mais c'est un peu difficile, tu vois. Parce que, tu vois, moi, j'ai aucun trait polynésien. Et je suis là en train de me dire, est-ce que j'ai le droit d'en parler, tu vois, sachant que j'ai quitté le Fénois, j'avais 5 ans, tu vois. Donc, je me pose souvent la question, tiens, est-ce que j'ai le droit d'en parler?
Est-ce que j'ai le droit de raconter le vécu de mon père ou tu vois ou le vécu de ma famille. Mais je m'inspire de mes proches. Tu vois, j'ai un frère polynésien qui est Fahamou. Il vit actuellement là-bas. J'ai des sœurs. J'ai de la famille du côté de mon père. Donc voilà, je m'inspire un peu de tout ça. Je m'inspire de moi. Je m'inspire des personnages. On parlait de Cabri tout à l'heure. Je m'inspire aussi de Cabri. Tu vois, comment lui il a vécu le truc. Même si c'est un personnage maintenant historique et pas contemporain, bah ça me reconnecte un peu, tu vois. Ouais, on peut parler de lui déjà. Ben ouais, Cabri, dans les grandes lignes, c'est un Français, je crois qu'il est originaire de Bordeaux. Ouais. Il a rejoint une flotte, un baleinier, et il s'est échoué dans les îles Marquises. Et aux îles Marquises, en fait, il s'est énormément bien intégré à la population et à la culture, au point de se faire tatouer le corps et le visage par le chef. Et il a même épousé une princesse là-bas ou une reine, je sais plus. Et en fait, il a été enlevé ensuite par des Russes et il a dû rentrer en Occident. Et il a jamais réussi à retourner au Fénois, alors qu'il a fait que bosser dur. Il s'est exposé, on a voulu racheter sa peau. Ça a été assez sombre après son histoire. Mais moi, il m'inspire parce qu'en fait, il s'est hyper bien intégré. C'est un Français, c'est même pas un demi, c'est un Français. Et les Polynésiens l'ont tatoué. Et en fait, il a donné. Je pense qu'il a apporté au Fénois ses connaissances et la culture lui a appris plein de choses aussi. Et il y a eu un juste milieu. Et ça m'inspire des personnages comme ça, tu vois, qui s'intègrent. Du coup, c'est comme c'était le premier qui a été accepté, on va dire, de se faire tatouer et qui est même revenu en Europe. Et il y a un journaliste aussi en France qui était intéressé par son histoire et qui a écrit des choses sur lui. Donc on a des preuves. Après voilà, c'était un personnage aussi qui m'inspire parce que Cabri, de ce que j'ai lu, il était illettré, tu vois, donc il savait pas lire. Cabri, on sait pas l'orthographe, avec un K ou avec un C, on sait pas trop, ou avec un S à la fin, on sait pas. Et du coup, tu vois, moi, je suis pas illettré, mais ça me ramène un peu à ma dyslexie, tu vois. Et c'est hyper inspirant. Tu vois, c'est un personnage, tu vois, auquel je pense des fois quand je travaille. Et j'aimerais, si j'ai la possibilité, j'aimerais écrire une histoire sur lui, quoi. Soit je la romancerai ou j'essaierai d'être le plus fidèle possible, mais une illustration ou une BD sur lui, ça peut être pas mal, quoi. Ah ouais, ça peut être une bonne idée, ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut parler du fait que toi, t'es demi, je suis né à Mamao. Ouais, c'est qui est... C'est mon père. Mon père qui est originaire de Polynésie, de Huaïné, et même ma grand-mère, elle a un peu aussi des origines kanak par contre. Et ta maman, elle? Ma mère, c'est elle est française, une Farani. Et elle a grandi à Tahiti ou elle a grandi en France? Non, ça a été en France. Mon père, il a intégré l'armée française et après ils sont retournés au Fénois. Voilà, et puis après on y retourne. Moi, je suis retourné il y a déjà 3 ans et ma mère est retournée cette année, tu vois, pour revoir mon frère, pour revoir de la famille. Et j'ai toujours gardé contact avec la famille biologique de toute façon de mon frère Fahamou. Qui était Fahamou. Du coup, toi, est-ce que toi, quand tu étais en France, est-ce que tu étais en contact avec la culture polynésienne? Ouais, j'ai eu la chance de vivre à Toulon. Et il y a pas mal de Polynésiens à Toulon. Donc si vous allez à Toulon, vous faites un petit tour au Mourillon. Et écouter de la musique. Ouais. Et en fait, bizarrement, j'ai beaucoup vécu avec ma mère qu'avec mon père. Et en fait, ma mère, elle est entièrement dans le cœur, c'est une Polynésienne. C'est-à-dire que c'est elle qui m'apprenait à faire tous les plats polynésiens, tu vois, comme le poisson cru, tous les fafas et tout ça. Même quand on allait à la plage, elle nous sortait les paréos et elle nous parlait des paréos et elle nous racontait tout sur tout ce qu'on a, tous les souvenirs qu'on a un peu perdus de quand on était petit, tu vois. Et c'est vraiment elle qui m'a rattaché à ça. Moi, mon père, il était militaire, alors il était beaucoup absent. Et après, il est décédé, alors j'ai pas été rattaché par ça. Mais on a toujours été un sujet de discussion à table. On a toujours parlé de ça, on a toujours dit qu'on allait y retourner, on a toujours eu des amis qui sont partis, on a eu des proches qui étaient militaires ou polynésiens et même on a rencontré d'autres enfants, Fahamou aussi, tu vois. Et même la thèse de ma mère, pour valider son diplôme d'éducatrice spécialisée, ça a été sur les enfants Fahamou, tu vois. Donc elle est à fond là-dedans aussi. Et voilà, quoi, j'ai quand même eu un bon entourage, des amis. Tu étais quand même en contact et tout. Ouais, complètement. En tant que demi, toi, t'avais pas, genre, t'étais pas éloigné, genre, les gens à Toulon, ils te mettaient non, pas du tout. Non, et ça, c'est vraiment, je remercie vraiment la culture et la population, les locaux pour ça. On m'a jamais dit que j'étais juste un Farani ou quoi. Voilà, j'ai des origines, c'est vrai, j'ai grandi principalement en France, tu vois. Mais tu vois, par exemple, moi, mon deuxième prénom qui m'a été désigné à la naissance, c'est Vahitwa. Et en fait, quand je vais en Polynésie, que personne veut m'appeler Volgan, tout m'appelle Vahitwa, et c'est accepté, c'est ok. Et en fait, j'ai jamais eu de problème. Genre, j'ai jamais eu de soucis. Et même, moi, je me posais la question, je me dis, mince, tu vois, j'ai pas l'accent, je ressemble pas, j'ai rien de tout ça. J'ai juste mes connaissances artistiques. Et j'avais un peu du mal à me dire, tiens, je suis quand même un peu métisse de peau.
je suis pas vraiment un Français et en même temps je suis pas vraiment un Polynésien, qu'est-ce que je suis, tu vois. Et en fait de pas te faire accepter. Enfin, ouais, j'avais peur de ça et j'avais peur de pas être légitime de raconter mon vécu, tu vois. Et en fait ça a été accepté par tout le monde et bah après en vrai t'es pas le seul, il y en a plein qui sont demi qui essaient aussi de vivre à travers autre chose, la culture polynésienne. Donc du coup, pour compenser ça, tu vois, genre je m'instruis à fond, j'achète plein de livres. Et j'achète des livres ciblés, que ce soit au Mer Austral, au Vent des Îles et tout. Je regarde, je fais des expos, je vais à la délégation, j'essaye vraiment quand je parle de la Polynésie, je parle de la vraie Polynésie. Quoi. Ouais. Limite, des fois, ceux qui sont demi, qui ont grandi ailleurs, des fois, ils connaissent mieux l'histoire tellement ils ont envie de se rattacher. Bah ouais, ils veulent apprendre la culture, genre. Ils lisent des livres et tout. Ceux de chez nous, après, ils oublient un peu, tu vois. Et ouais. En fait, mais après, tu vois, je comprends dans le sens où même l'histoire de la Polynésie française, en tout cas, elle est pas trop mise en valeur. Tu vois, moi en France, on m'a jamais parlé de la Polynésie française. Ouais. Même les essais nucléaires. Et crois-moi que je m'en souviendrai. On n'a jamais parlé à un moment donné. Mais bon, moi, j'étais dans une filière littéraire, donc en histoire géo, on avait l'histoire un peu poussée. On a un peu évoqué qu'il y avait eu des essais nucléaires en Polynésie, mais en vrai, c'est tout. Hein. Genre, peut-être en 5 lignes, juste pour les connaître, enfin, juste pour savoir, mais on nous a rien expliqué, tu vois, les conséquences, le combat mené par les locaux, même l'héritage, en fait, tu vois, le fait qu'il y ait des gens qui ont eu des problèmes de santé après, des récifs, enfin, toute la biodiversité défoncée. Non, on n'a pas du tout parlé de ça. Je ne savais pas qu'il y avait 196 essais nucléaires. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Non, ouais, complètement. Et puis même... genre, c'est pas dans les plans, enfin, c'est pas dans les livres français. Non, ça c'est sûr. Je m'en souviendrai, c'est sûr, ça y est pas. Mais ouais, tu vois, et puis c'est pour ça que moi je pense que la bande dessinée peut raconter des choses, tu vois. Même si on met pas beaucoup de texte, qu'on met principalement du dessin, même si c'est du vécu de demi, de popa, de locaux, en fait on s'en fout. Si ça raconte la vie d'aujourd'hui, c'est important, tu vois. Et surtout matérialiser, tu vois. On sait pas juste dessiner ou écrire, c'est créer un livre qui va durer dans le temps. Et moi, tu vois, je serais hyper fier si mes BD elles se retrouvent dans les bibliothèques, dans les écoles, tu vois. Ça serait la plus grande des réussites. Au moins là, tu vois, un enfant il peut regarder et dire ah oui, j'ai appris des choses, tu vois. Autrement que par le cadre de l'éducation nationale ou par son cercle familial, tu vois. Ouais. Donc moi j'ai fait aussi une formation, un stage, tu vois, vitrailliste, parce qu'en fait les vitraux ça m'inspire aussi beaucoup et que j'arrive aussi à mettre en lien avec la bande dessinée. Et là tu vois c'est un super exercice que j'ai fait, un potentiel vitrail, et c'est un exemple très bien où j'arrive un peu à m'inspirer du tatouage et de la culture polynésienne pour un vitrail. Et c'est un peu le même principe que je fais en bande dessinée où en fait le vitrail ça raconte dans des cases qui sont séparés par du plomb. Et du coup, la bande dessinée, c'est du dessin dans des cases, et le patoutiki, c'est des motifs avec de l'encre, ou en faisant ressortir la couleur de la peau. Donc en fait, je m'inspire de toutes ces choses pour m'améliorer dans mon travail. Voilà. Là, tu as une lecture qui se fait de haut en bas. On a un côté un peu plus sombre en haut, et en bas, on a des couleurs beaucoup plus claires, des couleurs froides en haut et des couleurs chaudes en bas. Et en fait, j'ai essayé de disposer les couleurs comme on fait en vitrail, c'est-à-dire on va plutôt privilégier certaines couleurs claires en haut à droite, notamment ici, alors que les couleurs qui vont être plus opaques vont plutôt se retrouver à gauche par rapport à l'orientation du soleil. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris plein de petits codes, plein de choses qui m'inspirent. Ça peut être des coquillages, ça peut être des plantes, ça peut être l'Hadès. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté un peu des personnages de légende, une sirène et un instrument, que ça va être plutôt la légèreté, ça va être plutôt le quotidien qui va être beaucoup plus doux, un loco marquisien à gauche et un bateau. Et en fait, cette scène, elle raconte quoi? Elle raconte l'arrivée des colons sur le territoire, et avec toutes les couleurs et les motifs, j'ai essayé de romancer ça. Et justement, on a les crânes en haut, on a le tiki, parce qu'en fait, dans un vitrail, on a tendance à mettre Jésus ou Dieu au centre sur une croix. Là, c'est carrément un tiki qui est encadré presque par un triptyque, tu vois. Et donc j'ai remplacé Dieu ou Jésus par un tiki, avec le ciel qui rappelle les cieux, donc la lune, et le danger, la force qui peut se retrouver dans les eaux, qui peut se retrouver dans les couleurs froides, et même par la mâchoire de requin. Alors après, la mâchoire de requin, elle évoque aussi la famille, puisque en Polynésie, le requin, c'est surtout la force et le cercle familial, un peu. Ce vitrail, il parle, je pense... Et à droite, c'est quoi le coquillage? Le coquillage, c'est un peu la symbolique, la métaphore de l'histoire, tu vois, de la spirale. Pour moi, la spirale du coquillage m'évoquait un peu l'histoire qui se racontait et
un peu le cycle de l'infini, tu vois. Ça m'évoquait ça, donc je dis tiens, je vais le mettre. Après, j'ai mis le cochon, j'ai mis le corail. Le corail, c'était plutôt pour l'aspect coupant, donc c'était pour un peu raconter le danger plutôt en haut. Et après, j'ai quand même représenté la croix derrière, mais en fait, quand j'ai fait cette croix-là, j'avais en tête, c'est dans une église, j'ai plus le nom, mais les gens le diront. Je me rappelle d'avoir vu un Christ en train de mettre ses pieds sur le tiki, et ça m'avait marqué. Et j'ai décidé de faire l'inverse, de mettre le tiki sur la croix. Okay. Voilà. Ici, on a encore de la lithographie comme le grand format. Donc, la difficulté, ça a été d'écrire à l'envers. Petite difficulté parce que après l'impression, on a le dessin qui est en miroir. Et j'ai fait en rouge et en noir. Ce sont des illustrations que j'expose ensemble parce que le rouge et le noir, c'est les couleurs de Toulon, voilà, où je suis originaire. Et pour moi, c'était important de mêler un peu la Polynésie à Toulon, qui est quand même la ville en France, je pense, où il y a le plus de Polynésiens. Donc ça me tenait à cœur de retrouver ces couleurs-là. Et dessus, il y a quoi dessus la photo? Alors, on a une Polynésienne avec un bomber, qui est en train de boire une Inano. Alors ça, c'est des portraits que je fais, que j'avais déjà exposés aussi également, de personnes qui sont originaires de Polynésie, que ce soit des locaux, des demi, des popas. Et après, je m'approprie un peu le portrait. Je peux changer certaines choses quand il s'agit de lumière, quand il s'agit d'ombre, quand il s'agit parfois de vêtements, quand je pense qu'il faut modifier une chose dans le tissu. Non. Mais après, sinon, ça reste authentique. Et là, ce que j'ai fait, c'est de l'encre. Après, j'utilise un crayon, on appelle ça un crayon avec une mine sanguine qui permet d'avoir cet aspect un peu rouge. Et après, je rajoute de l'aquarelle blanche ou de l'acrylique pour que ce soit bien opaque, pour faire les vêtements ou la lumière, les reflets. Et ces portraits, c'est des têtes de gens que tu connais ou... Alors, c'est des gens que j'ai vus ou que je connais. Là, par exemple, il y a mon père qui est sur cette image. Ça, vous connaissez, c'est Grave qui fait la cérémonie du feu. Après, c'est des personnages de vue. Ça peut être aussi des photos. Notamment celui-ci, c'était une photo d'un garçon qui avait ce masque et j'ai beaucoup aimé un peu le regard profond qu'il avait. Et en même temps, il avait toujours ce masque de plongée sur la tête, ça m'a fait rire. Et voilà. Donc c'est un peu de tout. Dès que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, je pioche. Et après, je romance. Là, par exemple, j'ai rajouté des oiseaux. J'ai oublié le nom de l'oiseau. C'est un oiseau qui est en voie de disparition en Polynésie, qui a une tache blanche à l'œil. Et du coup, pour moi, c'était important de lui rendre hommage. Ok. Tu mets combien de temps à peu près pour faire En fait, là, il y a plusieurs couches. On va dire que je peux passer la journée à préparer juste le fond, parce que je fais en sorte le plus possible. On le voit moins ici, hein, mais qu'on n'aperçoit pas les traces de pinceau. Et là, il faut être rigoureux. Là, par exemple, celui-là, le fond a été un peu raté, mais finalement, ça lui donne aussi son charme. En plus, il est plus foncé que les autres. Donc, on va dire que c'est le moins bien réussi. Donc, le fond, à peu près la journée. Après, le crayon, je suis assez perfectionniste. Hein. Je prends mon temps, je mets la semaine pour avoir le portrait vraiment idéal, où je change pas. Et j'essaye aussi d'être le plus rigoureux puisque je ne peux pratiquement pas gommer. Une fois que le crayon il est posé, je ne peux plus gommer. Ok. Alors là, ce sont des stickers que j'ai réalisés. Alors ici, on a des stickers qui proviennent de ma bande dessinée Conciliabule d'écume. On a Toua ici, qui est le héros de l'histoire, et on a Iris qui est l'héroïne. Et dans ma BD, en fait, c'est Toua qui quitte le Fénois et qui a plus les codes. Quand il revient, il reconnaît plus trop la Polynésie de son enfance. Et Iris, qui elle est une popa, en fait, elle s'est hyper bien intégrée à la Polynésie. Voilà, donc c'est un peu une histoire d'amour entre les deux. Et les stickers, ça m'amuse puisque c'est un peu un format Polaroid, puisque dans la BD, ils tiennent un journal intime. Du coup, j'ai repris un peu l'effet Polaroid pour le stickers. Et celui-là, il est intéressant. En fait,
il a une impression un peu particulière pour que le tatouage il brille un peu, tu vois. Ah ouais. Et en fait, ça c'est c'est contre le ice. Tu vois, j'ai marqué Ice Kills. Alors, pas le ice forcément de Trump, même si il devrait se sentir concerné, mais plutôt pour la drogue qui tue les gens en Polynésie, quoi. Voilà, et ça c'est juste des personnages que je me suis amusé. Ça, c'est des personnages que je me suis amusé à dessiner, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup dessiner des vêtements et des personnages avec des motifs qu'on retrouve, tu vois, du Tifei ou avec des motifs ou des codes de la Polynésie. Ouais. Et du coup, tu vois, je rends ça un peu contemporain. Là, on a deux garçons, deux frères avec un poisson perroquet. Et ils ont fini de pêcher, ils rentrent chez eux. Et tu vois, ils ont un déguisement d'aileron de requin accroché des nœuds. Ils ont les chaussettes montées avec les méduses aux pieds, tu vois. Et moi, ça m'éclate, tu vois, de reprendre un peu ces codes comme les méduses, tu vois, pour les mettre un peu en avant. Il s'agit d'un carnet qui est le journal intime que j'ai reproduit en taille réelle, d'après la bande dessinée Conciliabule d'écume que j'ai produit. Et c'est le journal intime des enfants, auquel ils racontent leurs secrets, ils parlent de leur arbre, de leur passion. Voilà, il y a encore la référence à Cabri. Avec des photos de Polaroid, d'animaux, de la reine Pomaré, comment elle inspire les héros de l'histoire. Et en fait, on suit, c'est une double lecture. On suit l'histoire à travers la bande dessinée, auquel on a l'histoire de Tua qui revient et qui est déconnecté de son île, qui n'a plus les codes. Et on suit en fait tout ce que Tua a raté, c'est-à-dire on suit la vie qui continue d'avancer et de se dérouler en Polynésie, puisque mon personnage Iris continue de raconter son histoire et sa vie à Tahiti, par exemple. Et du coup, c'est son ressenti en l'absence de Tua. Voilà. Parce que dans la BD, il l'avait pas enterré. Voilà, dans la BD, ils enterrent le livre et en fait, donc toi, il part, il déménage et Iris, en fait, par chagrin, elle décide de déterrer le journal intime et de continuer à écrire. Et en gros, donc on a le début du journal intime où c'est écrit par les deux et la fin du journal intime est une grande partie qui est entièrement rédigée par Iris où elle raconte l'absence, le manque, elle raconte ses chagrins amoureux, elle raconte plein de soucis qu'elle rencontre au cours de sa vie, les moments de joie aussi, de bonheur, et surtout elle donne un peu des leçons de vie à toi indirectement puisqu'elle peut pas communiquer autrement. Ce journal il permet à Iris de se reconnecter avec toi et du coup elle s'adresse toujours à toi à travers le journal intime. Et le journal s'appelle Comme des Arioi, en référence à la communauté qui vivait d'art et de passion et qui vivait l'instant présent et voilà, qui était une communauté qui maîtrisait les arts en général. Yes. Attends, je vais juste te rapprocher et genre tu peux me déplier le livre. Ouais. Ouais, vas-y, tu peux commencer à déplier les pages. Il y a même des pop-up, tu vois, avec des blagues, des pliages. Yep. Tu vois, il y a un peu une portée philosophique sur la quête d'identité, tu vois. Cette histoire-là, elle parle d'un gars qui a quitté la Polynésie, tu vois. Son ami Popa, il est resté, Farani, il fallait rester. Lui, il est parti. Et en fait, quand il revient des années plus tard, il a plus les codes. Et tu vois, moi, j'ai pas grandi à Tahiti forcément, tu vois. J'ai eu la chance que la culture a continué à être transmise par ma mère et par mon père, tu vois. Mais
tu vois, ça a évolué, la Polynésie, elle évolue sans arrêt. Ouais. Donc en fait, j'ai plus trop encore les codes. Et du coup, tu vois, je me suis un peu inspiré de ça pour aussi raconter mon personnage qui recherche un peu son identité. Qui est un peu perdu. Ouais, exactement. Tu vois, là, il est dans l'église. Du coup, Et ça, c'est un one-shot, genre c'est une histoire qui se finit à la fin ou tu continueras encore? Je pense que j'aimerais la continuer. En fait, elle est complètement compréhensible comme ça, ouais. mais elle est encore en train d'être brodée. Tu vois, j'ai une autre version où, là, c'est pas la bonne version, mais j'ai une autre version où il y a des scènes dans des vitraux, tu vois. En fait, quand il est dans l'église, il a une portée encore philosophique, il y a encore une remise en question. Ouais. Et mon personnage, il est sans arrêt en fait, il est dans les vitraux et il est sans arrêt en train de se poser des questions sur qui il est et tout ça. Est-ce que ce personnage, il s'inspire un peu de toi, de ton histoire? Ouais, complètement. Tu mets un peu de toi dedans? Ouais, puisque en fait c'est un personnage qui a un peu aussi le mal du pays quelque part, et le fait de retourner sur son île, ça lui fait du bien et il comprend certaines choses. Après, je me mets une liberté, hein, tu vois, genre le personnage il me ressemble pas et tout ça, mais il y a un peu de moi dedans. J'aime bien aussi cette confrontation un peu entre le catholicisme, tu vois, ou la religion catholique, et un peu la culture Arioi et tout ça, tu vois. Il y a un peu cette confrontation là où il n'y a pas une ou deux philosophies, deux pensées qui se confrontent, qui s'affrontent. Et c'est plutôt une confrontation où on va chercher un peu le bien dans l'une, chercher le bien dans l'autre. Et du coup, mon personnage, il avance comme ça, tu vois. Là, tu vois, en fait, il a un journal intime, comme des Arioi, où quand il est petit, il met tous ses délires. C'est vraiment son journal intime qu'il partage avec sa copine, où il met tous ses dessins. Enfin, c'est vraiment un livre un peu d'art, un peu artbook, un peu un journal intime. Et en fait, il s'en débarrasse à un moment donné, parce que ça permet de cerner un peu leur pacte, de toujours rester amis et rester soudés, et de surtout, comme les Arioi, tu vois, vivre à l'instant présent, vivre de l'art et tout ça, et de se sentir libre. Il y a vraiment une quête de liberté. Et plus tard, tu vois, sa copine, elle grandit toute seule. Et lui, il grandit de son côté, et quand il revient des années plus tard, tu vois, il a pas les codes, tu vois, il a pas l'accent. Moi, j'ai pas l'accent. Il est désorienté complètement sur cette île. Mais en tout cas, il doit y revenir pour le travail. Et en fait, il retrouve le journal, il retrouve des gens qu'il connaissait à l'époque. Et en fait, il arrive un peu à faire sa place. Et tu vois, en retrouvant ce livre, en retrouvant la culture, il comprend un peu ce qu'il a raté. Il comprend un peu ce qu'il a manqué, il comprend un peu qui il est. Donc voilà, tu as un peu une vision philosophique et en même temps, je dirais, un peu une vision, un peu une quête d'identité. Ouais, une quête d'identité, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Et à chaque fois, tu essaies quand même, il y a des motifs de chez nous, tu vois là, tu me parlais du feu, là, de l'épreuve du feu, enfin, quand on marche sur les pierres de... Ouais, le Omuti, c'est sur les pierres volcaniques et tout. Et tu vois, en vrai, c'est pas aussi long, tu vois, le Omuti. Oui. Mais lui, le fait que, tu vois, qu'il marche aussi longtemps, c'est que vraiment, ce parcours lui a apparu une éternité. Et en même temps, tu vois, juste avant, il a bu le cava. Et juste avant, il fait la fête, tu vois, il fait la bringue et tout. Et il est un peu dans les vapes. Et du coup, tu vois, du coup, je dis pas que c'est grâce à quoi, tu vois, dans la BD. On dit pas que c'est forcément face au Mouti qu'il arrive un peu à se retrouver. Mais en tout cas, ça participe un peu à tout ça, tu vois. Même, il retourne à l'église, tu vois, donc c'est un côté un peu spirituel. Il retrouve la maman de sa copine, qui lui retransmet le bouquin qu'il avait perdu. Donc il relit le bouquin, tu vois, il explore l'île et tout ça. Et si tu vois bien, tu vois, dans mes cases, moi je me laisse une liberté totale, et ça c'est grâce à l'auto-édition. C'est que tu vois, si j'ai envie de faire ça, tu vois, dans mes BD, tu vois, je peux le faire, tu vois, je prends la carte de Tahiti et je mets des cases dedans. Ici j'ai fait une planche qui est carrément un peu en 3D sur de BD. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un peu leur bulle. Et du coup ma case, je voulais qu'elle fasse un peu à une bulle, mais pas ronde, parce que ça doit rester une planche de BD. Donc tu vois, mes cases elles sont un peu arrondies. Et c'est leur bulle parce que c'est un peu leur univers, tu vois. Quand il est petit, mon personnage, tu vois, il arrive un peu à se libérer, à faire ce qu'il veut, tu vois. C'est un garçon qui fait des bêtises, comme des garçons de son âge et tout. Donc il est dans son monde, tu vois. Et tu as voulu retranscrire ça en 3D, dans une planche, un peu en 3D. Comme s'ils étaient dans une bulle. Ouais, c'est ça. C'est cool ça. Ouais. Donc tu vois, si je dois faire des planches toutes noires, je le fais. Tu vois, là on le voit le motif. Enfin, les motifs. Et du coup, là, pour écrire tous les textes, comme tu es dyslexique, c'est toi qui les écris? Alors ouais, j'écris. Par contre, c'est relu et relu par des amis, par la famille et tout, pour pas qu'il y ait de fautes. Et tu vois, ça c'est un truc aussi, j'essaye un peu de me battre et j'ai eu du mal avec les maisons d'édition. C'est de mettre du vocabulaire au moins du tahitien, tu vois. Ou alors un réo, tu vois, qu'on retrouve dans plusieurs îles en Polynésie, tu vois. Tu vois, il y a des mots qui sont pareils, dans le réo marquisien ou dans le réo tahitien, tu as des mots qui ressemblent, surtout dans le langage du tatouage. Mais là, j'ai encore un peu du mal, tu vois. Il y a quelques mots
mais je sais qu'ils aiment pas trop les maisons d'édition. Tu vois, bon, je dis Umouti, mais bon, ça s'appelle comme ça, je peux pas le dire autrement. Mais il y a une scène où, tu vois, je suis obligé de mettre un petit astérix comme ça, là, pour dire étranger quand je dis Popa. Quand je même la Inano, des fois, il faut que j'explique que c'est la bière. Boisson locale. Exactement, le cava. Ça reste léger, mais j'aimerais en mettre plus. Tu vois, là, mon personnage, à un moment, il dit allez, dépêche-toi, toi. Si les parents apprennent qu'on a quitté la messe, on va recevoir la tannée. Tu vois. Il y a des gens, ils savent pas ce que c'est la tannée, tu vois. Et du coup, j'aimerais, tu vois, qu'il y ait plus de mots comme ça qu'on retrouve. Et pour moi, il n'y en a pas encore assez. Il n'y en a pas encore assez. Bah, peut-être que c'est une BD qui va évoluer encore. Hein. Donc je vais peut-être recevoir des avis ou des commentaires, ou, tu vois, et du coup, je vais le modifier. Je vais le modifier, tu vois, et heureusement, parce que je peux le faire tant que je ne suis pas encore édité dans une maison d'édition, je suis libre de la modifier autant que je veux. Et tout ça, tu me disais que tu avais mis 1 an à peu près pour finir un peu ce projet-là. Ouais, en fait, ce qui est important pour moi, c'est la documentation. Je me lance pas dans une BD si je ne suis pas documenté un minimum. Donc, qu'est-ce que c'est que la documentation? C'est prendre des photos, aller sur place, rencontrer des gens, même acheter des livres. Tu vois, j'ai les livres sur les Harioy, j'ai les livres sur les Polynésiens qui ont participé aux guerres mondiales, tu vois. J'ai des livres sur les princesses en Polynésie. Bref, tout ça, ça va en fait m'enrichir pour créer quelque chose d'authentique. Et je voudrais quelque chose vraiment d'authentique parce que je parle quand même de la Polynésie contemporaine, tu vois, où il y a des immeubles, oui, il y a des bâtiments, c'est pas que des plages, et il y a aussi un peu, j'essaye, c'est encore un peu fragile parce que c'est pas le sujet de ma BD, mais j'aimerais bien un peu plus accentuer le fait qu'il y a aussi une fragilité dans l'environnement, tu vois. C'est des îles assez fragiles qui subissent énormément le réchauffement climatique, ce genre de choses. Donc voilà, je veux que ce soit authentique, donc je me documente. Quand la documentation est terminée, là je fais un storyboard, c'est-à-dire que je fais tout au crayonné sur papier. Tu vois, tout ce qui est sur papier va être retravaillé peut-être des centaines de fois, j'en sais rien, mais ça va prendre peut-être 5-6 mois, tu vois. Et quand j'ai toutes mes planches format papier, alors là, j'attaque sur ma tablette graphique. Alors je scanne mes crayonnés et quand mes crayonnés sont terminés et scannés, je le scanne et je fais l'ancrage à la tablette graphique et la couleur, voilà. Ok, c'est cool. Donc là, la couverture, tu vois, elle change. Donc c'est encore une BD qui mérite d'être encore plus explorée et approfondie. Et qui évolue encore un peu avec le temps. C'est ça. Et ça, c'est une BD autobiographique où en fait, c'est mes parents qui adoptent un enfant. Fahamou, mais ils tombent sur une mauvaise assistante sociale et par des problèmes de loi et vraiment des règles vraiment nulles, ils sont obligés de rendre l'enfant. Et alors qu'ils ont vécu longtemps avec, plusieurs mois. Et ça a un peu déchiré ma famille, ça a même été tabou, tu vois, dans la famille. Et du coup, je parle de ça. Et donc là, c'est une BD qui est marron, noir et blanc, tu vois. Pourquoi? Pour que ça évoque un peu le souvenir. Pour le souvenir que j'ai vécu, mais moi j'étais petit, tu vois. Là, c'est une époque où je vivais à Mamao, j'étais vraiment tout petit, donc je l'ai vécu un peu inconsciemment. Mais tu vois, peut-être que le fait que j'en parle et que je fasse de la BD aujourd'hui, peut-être que même petit, je pense que j'ai ressenti certaines choses, tu vois. Et donc, tu vois, je parle de la Polynésie, pareil, qui est assez contemporaine, même si là, on est dans les années, fin années 90, on est en 98, 99, 2000, tu vois. Mais ça reste assez contemporain, tu vois. On a encore du mal à trouver aujourd'hui des BD. C'est le marché de propriété à peu près, c'est ça. Ça récent, voilà. Et là, c'est aussi une côté un peu spirituel. Parce qu'en fait, je dis pas vraiment à cause de qui cette adoption elle n'a pas marché, puisque tu vois, je mets le dieu Hiro, le dieu des voleurs, tu vois, qui est dedans, parce que c'est dans un cauchemar, il apparaît dans un cauchemar, dans un rêve. Il y a l'assistance sociale qui est remise en question par rapport à son travail. Il y a aussi le fait que mes parents, ils ont adopté en Fahamou alors que l'assistante sociale voulait qu'elle adopte un peu à la française. Légalement. Voilà, légalement. Donc en fait, tu vois, toute cette confrontation-là, chacun a un peu sa part de responsabilité et il n'y a pas vraiment de... Toi, tu veux dire que c'est pas vraiment, il n'y a pas un méchant, un gentil, c'est la situation a fait que les choses se sont passées comme ça. Et c'est pour ça que ma mère, qui est la personnage principale de cette histoire, elle apparaît pas comme forcément une énorme victime dedans, même si c'est une histoire tragique et qu'elle est quelque part. C'est pas forcément le protagoniste de l'histoire. Il y a tout le monde qui souffre un peu là-dedans, tu vois. Il y a une scène où ils sont... Là, je l'ai pas. Mais il y a une scène dans le commissariat où en fait la police, elle est un peu désespérée de remettre cet enfant, tu vois. Parce que eux, ils connaissent très bien l'adoption Fahamou et ils sont obligés d'appliquer cette loi d'adoption légale française, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, il s'appelle Arava, le garçon. C'est une histoire folle. Arava, c'est un garçon que mes parents ont adopté. Il s'appelle encore Arava aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont voulu l'adopter, ils avaient rencontré la famille, ils avaient fait tout le processus. Mais comme ça a été une adoption Fahamou, ça n'a pas plu à l'assistante sociale et elle a demandé à ce qu'on rende l'enfant. Donc mes parents, ils ont été déchirés, les parents biologiques aussi, parce qu'ils n'étaient pas prêts à récupérer cet enfant. Et
Et en fait, ça a un peu détruit un peu tout le monde. Et c'est resté très tabou dans la famille. Cette histoire, je la connaissais pas jusqu'à arriver en Belgique. Hein. Ok, ouais, c'est même 4-5 ans quoi. Ouais, mais le mot Arava, il apparaissait partout. Je me rappelle avoir vu Arava dans l'adresse mail de mon père. J'ai jamais su pourquoi. J'avais vu Arava avec des petits cœurs à la date d'anniversaire dans l'agenda, dans le cahier texte de ma sœur à l'époque. Ma sœur le connaissait, mais elle disait rien. Elle n'avait pas le droit de parler. À ce point-là. Et en fait, je voyais Arava un peu partout. Et un jour, pendant mes études de BD, je voulais raconter l'histoire de mon frère qui est Fahamou, pas Arava Temoana, mon frère Temoana actuel qui retourne en Polynésie. Et je voulais raconter son histoire. Et ma mère, elle a dit, bon, écoute, là, je peux pas te raconter l'histoire de ton frère si je te parle pas d'une autre histoire. Et elle me raconte l'histoire d'Arava. Et là, je lui dis, bon, je vais d'abord raconter l'histoire d'Arava pour faire un ordre chronologique et je reviendrai à l'histoire de mon frère plus tard. Et du coup, elle m'a tout raconté et c'est là où j'ai compris pourquoi le prénom Arava me hantait un peu partout. Et du coup, j'ai compris un peu l'histoire et j'ai pu un peu questionner mon père là-dessus, qui du coup il m'a dit, bon, ta mère t'a parlé de ça, alors je vais te parler de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que cette BD, Perlacide, pareil qu'elle a eu du mal un peu à trouver son éditeur et tout, je lui ai donné un exemplaire à mon frère que j'ai envoyé à Tahiti. Il habitait à Tahiti avant. Et cette BD est restée chez lui. Il a voyagé, il a vécu à Bora Bora, tout ça. Et un jour, il y a des collègues à lui qui arrivent chez lui. Et en fait, en lisant la BD, ils reconnaissent les noms de famille. Parce que moi, je mets tout ce qui est authentique, je peux le mettre. Tu vois. Donc les noms de famille, je les garde. Les noms de famille, c'est important en Polynésie, alors tu vois, je les garde. Hein. Et là, ils disent, en fait, il connaissait certaines personnes de ma BD. Et il a remonté comme ça, de bouche à oreille. Et il a retrouvé Arava grâce à la bande dessinée. Et du coup, il a retrouvé Arava, ils ont gardé un peu contact et tout. Et Arava a pu être en contact avec ma mère. Parce que depuis, elle n'était plus en contact depuis? Non, plus du tout. Ouais. Bon, malheureusement pour mon père il est décédé cette année d'un cancer. Mais donc il aura jamais eu cette chance de rencontrer Arava. Mais lui, je sais qu'il m'a beaucoup soutenu aussi pour la BD. Donc c'est une BD aussi qui me tient énormément à cœur, tu vois. Et tu vois, quelque part, je me dis si cette bande dessinée là, elle reste que dans l'auto-édition et qu'elle trouve pas forcément sa place dans les rayons et tout de librairie, je me dis elle a quand même atteint un certain objectif, tu vois. J'ai quand même retrouvé Arava grâce à cette BD. Donc quelque part, en fait, ça me satisfait. Ça sera un plus. S'il y a un éditeur qui veut reprendre cette histoire, il peut, mais ça sera un plus. Ouais, tu as déjà gagné quelque chose. J'ai gagné complètement. J'ai moins cette frustration que j'avais avant de vouloir la publier, tu vois. C'est un outil c'est un petit outil, une petite œuvre d'art tout seul, quoi. Elle se suffit à elle-même. C'est beau, franchement. Et c'est là où tu vois, je trouve la force de la BD. Voilà, en fait, moi ce que je voulais, c'est avoir un tatouage polynésien et surtout le Patu-Tiki. Avec des symboles un peu Patu-Tiki, et en même temps me laisser un peu une liberté, mais sans trop un peu pervertir le motif, tu vois. C'est pas du tout mon objectif. Et du coup, j'ai rencontré Lewis, un marquisien on a beaucoup discuté et vraiment, je lui ai raconté toute mon histoire, on s'est vu plusieurs fois et il m'a dit, voilà, par rapport à ce que tu as vécu et par rapport à ton histoire, moi, ce que je te propose, c'est tel motif et après, on a travaillé ensemble et tout ça. Et en fait, ce que je voulais surtout, c'était un tatouage au niveau de la main. Et lui, il avait validé ça. C'est vrai que c'est pas courant de se faire tatouer la main, souvent c'est à la fin en plus. Et moi, c'est comme je suis dans le dessin, tu vois, il y avait quelque chose de très fort que je voulais ressentir quand je dessine. Et moi, quand je dessine, je le regarde tout le temps, mon tatouage, tu vois. Et ça, pour moi, c'était très important et ça me protège un peu de la main, tu vois. Je me dis, si demain, j'ai plus ma main droite, il faudra que je reprenne tout à dessiner de la main gauche et ça va, je vais devoir tout recommencer à zéro. Donc pour moi, la main était importante. Comme tu es dessinateur. Exactement. Après, il y a beaucoup lié à l'amour parce que j'ai rencontré ma copine, c'est pour ça que je vais faire les petits damiers. Ça, c'est le bracelet de protection. Aussi, on retrouve tous les motifs dans les volumes du Patu-Tiki. Il y a la flamme parce que j'ai voulu la mettre au niveau du pouce parce que pareil, c'est la flamme qui est un peu chercher le bon chemin, tu vois, d'être éclairé. Chercher la lumière, Exactement. Lumière, et en fait, c'est là où je mets le stylo, tu vois. Et pour moi, c'est ce que j'ai envie de dessiner, c'est un peu, je trace mon chemin, tu vois, quelque part. Donc tu vois, je reprends les vrais motifs, mais d'un côté, je me dis, bon, après, je me mets une liberté, tu vois, je le mets à la main. Pareil, je voulais qu'il y ait à tout prix le tiki qui est là. Là, j'ai le hipou pour la création, tu vois. Parce qu'en plus, moi, je suis artiste, donc je crée. En plus, j'ai eu mon frère a eu un enfant. Il a eu un enfant, son fils Teta Ouviou. Et du coup, tu vois, c'est des motifs qui me parlent. Il y a un lien. Là, ça, c'est la création, l'envie de bien faire. Voilà, le seul. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est justement, j'allais en parler, c'est le seul qui n'existe pas dans le Patu-Tiki. C'est le sable noir. Je voulais évoquer le sable noir, tu vois, avec les écumes vu de haut de la Polynésie. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime énormément à Tahiti, ce qui vraiment m'évoque beaucoup de choses, c'est la couleur du sable noir et la couleur, tu vois, turquoise du lagon. Tu vois, c'est vraiment ces deux couleurs, le noir et le bleu,
qui m'évoque beaucoup de choses et qui m'inspire sans arrêt dans la création. Et du coup, je me suis dit, allez, pour terminer, pour faire une symétrie ici, je vais décider de faire ça. Après, ça, c'est un tout aussi. Ça, c'est la fleur pour la maman. Ouais, l'hibiscus. Ouais. Et ça, c'est les motifs qu'on trouve sur les doigts. Ouais. Et ça, c'est la déesse de la foudre. Okay. Qui est au niveau du doigt. Okay. Et du coup, pour moi, je me dis, il faut un vrai motif pour les doigts. Je me dis, il faut que je fasse celui-là. T'as pas eu mal sur les doigts? Alors non, non, j'ai pas eu mal. Là où ça a commencé à être douloureux, c'est vrai, c'est au niveau des os et un peu aux phalanges. Et le bout des doigts, tu vois, ça a un peu sauté. Mais tu vois, parce que c'est au bout. Ouais, en plus, tu vois, j'ai beaucoup regardé les témoignages et tout des maîtres tatoueurs, tu vois. Et ils disent toujours sans arrêt que le tatouage, il évolue. Donc même s'il s'efface un peu, tu le reprendras plus tard. En fait, toi, tu évolues dans ta vie, le tatouage, il est vivant. Ça le rend vivant, tu vois, qu'il disparaisse ou que tu t'en refasses d'autres. Est-ce que toi, tu as lu des livres sur le Patu-Tiki? Tu t'es inspiré de quel? Enfin, il y a des livres qui existent, toi. Tu as utilisé des livres, toi? Les deux petites bibles, là, le blanc et le noir. Ok. Patu-Tiki, volume 1, volume 2. Ouais. Donc ça, je les ai. Je les ai lus. Et puis, quand j'ai fait mon mémoire pour mon master, je me suis principalement je me suis posé sur ça. Après, j'ai plein de livres. Hein. Je les ai tellement plus en tête, mais quand j'ai fait le festival du livre là-bas, je crois que j'ai acheté peut-être 4, 5, 6 bouquins là-dessus. J'ai vu le film de Eritou, donc sur le Patu-Tiki. Ouais. Voilà, donc je suis vraiment à l'affût de ça pour justement pas créer une image qui serait pas réelle. Voilà, je m'inspire de plein de bouquins et j'essaye de trouver un peu le vrai ou de mettre des pincettes. J'ai toujours un recul dessus, tu vois. Si je suis pas sûr, je dis je suis pas sûr, tu vois. Mais en général, c'est assez fidèle, quoi. Je veux dire, c'est toujours marquisien en général ou d'un tatoueur tahitien. Ouais. Le Patu-Tiki, en vrai, c'est un tatouage qui est fait pour inclure les gens, tu vois. C'est pas un tatouage exclusif. Le but des marquisiens avant, c'est que plus de monde portait le Patu-Tiki, plus le Tiki il était fort, tu vois. Ça renforçait sa force. Donc c'était mieux de tatouer plein de monde. Alors qu'il y a des tatouages qui sont exclusifs. Tu tatoues juste pour certaines classes sociales, tu vois. Il n'y a pas que d'autres dans cette classe sociale. Mais en tout cas, c'est pas le cas du Patu-Tiki. Okay. Et du coup, t'as pas vu aussi, il y avait un documentaire Arte là, qui est sorti avec le Patu-Tiki, avec Eritou aussi. Il y avait 4 épisodes. Qui est venu à Paris. Ouais, il était venu. Il est allé au musée, il a pu retrouver un motif et tout. Grâce à. Je l'ai vu. Après, je suis un jour. Ça, j'ai bien. En fait, c'est super important. Moi, Eritou, c'est vraiment un personnage que j'aimerais rencontrer. Ouais. Honnêtement, c'est un gars qui a compris beaucoup de choses, qui est inspirant. Ouais. Je pense que si tu veux, pour moi, c'est un gars qui a compris beaucoup de choses, qui est inspirant. Même au quotidien, quand je fais de la BD, lui, il dessine un peu aussi. Il a fait une BD, mais c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup collaborer, travailler avec lui. Ouais. Après, c'est un demi aussi. Ouais, c'est un demi. Il a appris aussi à redécouvrir aussi avec le temps un peu la culture. Enfin, un peu comme nous tous, tu vois. Parce que moi aussi, je suis un demi, donc du coup, on réapprend à se. C'est une force qu'on doit en faire. Et autant il y a des cultures où si t'es demi ou si t'es pas tout à fait tahitien, tu vois, ils sont un peu réticents. Autant je trouve que ça c'est une force du polynésien. En fait, c'est d'inclure tout le monde et demi. Mais tu vois, si tu travailles pour aider la Polynésie, pour le fénois, tu vois, et ben t'es le bienvenu. Et t'es récompensé, genre les gens ils sont avec toi, tu vois, ils vont pas. Complètement. Et en fait ça fait beaucoup de bien. C'est encourageant et tu te dis ouais, tu fais quelque chose qui a du sens. 1, 2, 3. C'est good.